Au mariage de mon fils, mon mari s'est levé et a annoncé « Je vais vivre avec elle à partir d'aujourd'hui ». Sa maîtresse était assise à la table des invités. Tout le monde est resté figé de choc. J'ai souri et j'ai dit « Félicitations pour votre honnêteté ». Avant de partir, je lui ai remis une enveloppe et il a commencé à hurler. La flûte à champagne tremblait légèrement dans la main de Martin Whitmore tandis qu'il s'éclaircissait la gorge. La grande salle de bal du Fairmont Hotel se tut. La lumière des bougies dansait sur les centres de table en cristal, se reflétant dans les yeux de 200 invités du mariage. Le groupe s'était arrêté en plein morceau, les fourchettes flottaient au-dessus des assiettes et toutes les têtes se tournèrent vers le père du marié, mon mari depuis 30 ans, s'attendant à un toast à notre fils Daniel. Au lieu de cela, sa voix résonna, ferme et cinglante, j'ai décidé de commencer une nouvelle vie sans toi, Elena. Des halètements se répandirent dans la pièce comme du verre brisé. Je sentis tous les regards se tourner vers moi, un souffle collectif retenu. Daniel se figea à la table d'honneur, la main de sa nouvelle épouse se resserrant autour de la sienne. De l'autre côté de la pièce, Chloé Harrington, 35 ans, tout en cheveux blonds et charme calculé, était assise avec des gens que j'appelais autrefois des amis. Le plus léger sourire courbait ses lèvres avant qu'elles ne se reprennent. Tout le monde attendait la scène qu'il pensait obtenir. Des larmes, des cris, une femme anéantie. Au lieu de cela, j'ai sorti une enveloppe de couleur crème de ma pochette et je l'ai posée sur la table devant Martin. Je ne l'ai pas regardée. Pour plus tard, dis-je calmement, ma voix ferme malgré la glace qui glissait le long de ma colonne vertébrale. Du coin de l'œil, j'ai vu l'expression de Daniel se tordre de confusion, puis d'alarme. Mes mains restèrent immobiles sur la nappe en lin, mes ongles dessinant des lunes croissantes dans mes paumes. Cela devait être le jour le plus heureux de la vie de mon fils. Et pourtant, nous y étions, son père, le transformant en spectacle public. 3 mois plus tôt, j'aurais pu être prise au dépourvu. J'aurais pu m'accrocher au bord de ce moment, cherchant une explication. Mais pas ce soir. Ce soir, chaque pas, chaque mot avait été répété dans mon esprit une centaine de fois. Le premier indice avait été une notification bancaire, une alerte automatique pour un transfert de $4800 vers un compte que je ne reconnaissais pas. J'avais été celle qui gérait nos finances familiales pendant des décennies. Donc, même les plus petites irrégularités ressortaient. Au début, je me suis dit que c'était une erreur, une anomalie ponctuelle. Mais ensuite, il y en a eu une autre et encore une autre, toujours juste en dessous du seuil qui déclencherait certains drapeaux bancaires. La chose à propos de vivre avec quelqu'un pendant 30 ans, c'est que vous connaissez ses rythmes. Martin avait toujours été négligent avec les petites choses, égarant les clés de voiture, laissant des tasses à café à moitié vides dans la maison, mais méticuleux avec les apparences. Et récemment, ces apparences étaient devenues élaborées. De nouveaux costumes sur mesure, des voyages d'affaires le week-end à Charleston, le parfum subtil de Cologne qu'il n'avait jamais porté auparavant. Un samedi matin, il a laissé son téléphone sur le comptoir de la cuisine pendant qu'il prenait un appel dehors. L'écran s'est allumé avec un aperçu de texte. J'ai hâte d'après le mariage. Notre endroit sera parfait. Le nom du contact était Charlie H, mais je connaissais Chloé Harrington depuis des années. Elle s'était assise à ma table pour Thanksgiving une fois. Elle m'avait demandé des conseils de carrière autour de Capuccino. Ce fut le matin où j'ai arrêté d'attendre que mon mariage s'écrive tout seul. Martin ne savait rien de l'accord prénuptial que nous avions signé il y a 3 décennies lorsque mon père avait insisté pour protéger mon héritage. Il pensait qu'il était expiré depuis longtemps. Il ne l'était pas enfoui dans son jargon juridique, il y avait une clause de fidélité toujours valide, toujours exécutoire, qui déplaçait l'équilibre entièrement en ma faveur s'il s'égarait. J'ai embauché un avocat discret. Nous avons construit une affaire en silence. J'ai retracé la piste financière, imprimant des relevés, mettant en évidence les transferts, enregistrant les dates. J'ai trouvé la demande de location pour une villa côtière, sa signature à côté de celle de Chloé. J'ai trouvé des reçus de bijoux, des factures d'hôtel de week-end, et grâce à sa négligence, une chaîne de mai planifiant une annonce spectaculaire après le mariage. Ils avaient choisi le mariage de Daniel pour une humiliation maximale. Un cadre public, avait écrit Chloé, signifie qu'elle ne fera pas de scène. Ils ne me comprenaient pas du tout. De retour dans la salle de bal, le murmure des spéculations chuchotées s'élevait comme de l'électricité statique. Le front de Martin se plissa en voyant l'enveloppe reposant près de son assiette, ses doigts effleurant son bord. « S'il vous plaît » dis-je en me levant doucement.
Ma robe de soie murmura contre le tapis. Profitons du reste de cette soirée pour Daniel et Claire. Et sur ces mots, je me suis éloigné de la table d'honneur. Le lustre en cristal au-dessus capturait l'argent dans mes cheveux, le mouvement de ma robe, mais pas les battements de mon cœur. Je gardais le dos droit, le menton haut en traversant la pièce. Au moment où j'atteignis les doubles portes, les applaudissements pour le groupe avaient repris, une tentative faible et maladroite de rétablir la normale. Je suis sorti dans l'air frais du soir, mon pouls commençant à ralentir. Je venais de laisser mon mari avec une enveloppe qui allait démanteler son avenir soigneusement construit avant même qu'il ne commence. 3 mois avant le mariage, mes matins étaient tombés dans un schéma troublant. Je m'asseyais à l'îlot de cuisine avec mon café, fixant la vapeur qui s'élevait de la tasse, et je sentais une peur tranquille s'installer en moi. Pas le genre de peur qui explose, elle s'infiltre lentement et délibérément, comme l'eau qui se glisse sous une porte verrouillée. Cela a commencé avec ce transfert de 4 ou 8 cents. L'alerte avait vibré sur mon téléphone pendant que je pliais du linge. Je m'étais arrêté, tenant un ancien t-shirt universitaire de Daniel. Mon pouce planant sur la notification. Le numéro de compte n'était pas familier. Le mémo du paiement disait simplement « frais de consultation ». Nous n'avions pas engagé de consultant depuis des années. J'ai appelé la banque. La femme à l'autre bout du fil était polie mais réservée. Elle a confirmé que le transfert était autorisé par Martin. Puis elle a hésité juste assez longtemps pour que je comprenne qu'il y avait plus qu'elle ne disait pas. Quand le deuxième transfert est arrivé 5100 au même compte, j'ai su. Je n'avais pas de preuve de quoi, mais mon instinct avait été affiné par des décennies d'équilibrage de nos livres, de gestion de notre maison, d'éducation de notre fils. Ce n'était pas normal. Un mardi pluvieux, Martin est parti pour une conférence d'une nuit à Charleston. J'ai ouvert son tiroir de bureau, sachant exactement où il gardait ses reçus. Il était rangé au point d'être prévisible. Un dossier intitulé « Voyage 2024 » était en évidence. Je l'ai ouvert. Facture d'hôtel. 2 nuits au Palmetto House, l'un des hôtels les plus romantiques en bord de mer de Charleston. Un reçu d'une bijouterie haut de gamme pour un bracelet de tennis en diamant. Mon estomac s'est retourné quand j'ai vu la gravure « Pour notre éternité ». Son nom n'était pas sur le reçu, mais la feuille suivante la rendait réelle. Un fil de mai imprimé. Chloé, après le mariage de Daniel, nous serons libres. Je veux que nous entrions dans notre maison en bord de mer et que nous ne regardions jamais en arrière. Martin a accepté. Un cadre public pour la nouvelle afin de garder les choses civiles. Elle ne fera pas de scène. Je me suis assise là, serrant le papier, le son de la pluie dehors comme de l'électricité statique dans mes oreilles. J'aurais pu crier. J'aurais pu l'appeler, exiger des réponses. Mais la partie de moi qui avait survécu à 30 ans de mariage savait mieux. Mon père avait été un homme prudent. Avant de décéder, il avait insisté pour que Martin et moi signions un accord prénuptial. À l'époque, cela m'avait semblé inutile, presque insultant, mais j'avais accepté, rangeant le document dans une boîte de dépôt sécurisée, et n'y pensant plus jamais jusqu'à cette nuit-là. Je suis allé à la banque le lendemain matin. L'employé a déverrouillé la boîte, me glissant le dossier en cuir familier. Il était là, daté, notarié, légalement contraignant, et à la page 7, en noir et blanc. En cas d'infidélité, le conjoint non fautif conservera les droits principaux sur tous les actifs détenus conjointement ainsi que 70% des biens matrimoniaux. Mes mains tremblaient, non pas de peur, mais de quelque chose de bien plus tranchant, le pouvoir. J'ai appelé Amélia Rhodes, une avocate spécialisée en divorce discrète recommandée par une amie de confiance. Son bureau était dans un bâtiment discret au centre-ville, le genre d'endroit où personne ne posait de questions sur la raison de votre présence. Je ne veux pas d'une confrontation, lui ai-je dit lors de notre première réunion. Je veux un levier, et je le veux prêt avant qu'il ne sache que je suspecte quoi que ce soit. Elle s'est penchée en arrière dans sa chaise, m'évaluant. Alors, nous allons construire votre dossier en silence. Dossier financier, correspondance, preuve de cohabitation avec quelqu'un d'autre. Le prénup fera le reste. Au cours des 6 semaines suivantes, nous avons travaillé comme des ombres. Amélia a fait citer les relevés bancaires par voie légale. J'ai photographié les reçus et imprimé les fils de mai. Un détective privé a suivi Martin lors d'un de ses voyages de golf, revenant avec des photos de lui et Chloé se promenant main dans la main sur une jetée du port de Plaisance, leurs visages penchés l'un vers l'autre d'une manière qui n'avait pas besoin d'explication. La villa a scellé l'affaire.
Fin avril, j'ai trouvé le contrat de location dans le porte-documents de Martin, un bail de 3 ans sur une propriété côtière commençant le lundi après le mariage de Daniel. Leurs 2 signatures étaient ancrées en gras, mon nom brillait par son absence. J'ai tenu ce document dans mes mains et j'ai ressenti un calme inattendu. Ce n'était pas un homme sur le point de me trahir. C'était un homme qui l'avait déjà fait encore et encore, en supposant que je ne le remarquerais jamais ou que je n'aurais jamais le courage d'agir. Amélia a rédigé la demande de divorce et la demande de gel financier. L'astuce, a-t-elle dit, c'est le timing. Nous déposons après le mariage, mais avant qu'il ne puisse bouger ou cacher des actifs. Cette enveloppe que vous lui donnerez sera le point de détonation. J'avais souvent pensé à ce moment, à la façon dont son visage pourrait tomber, à la façon dont le sourire peint de Chloé pourrait vaciller. Mais le fantasme n'était pas une vengeance pour elle-même. C'était reprendre le récit. Pendant trop longtemps, Martin avait été celui qui avait le contrôle. Cette enveloppe changerait l'équilibre en un souffle. Dans les semaines qui ont précédé le mariage, j'ai joué mon rôle à la perfection. J'ai aidé Daniel à choisir les fleurs, goûté des échantillons de gâteaux avec Claire, même souri à Martin au dîner. S'il a remarqué le changement dans mes yeux, il ne l'a pas mentionné. Chloé et moi nous sommes croisés une fois lors d'une fête prénuptiale organisée par Claire. Elle m'a salué comme de vieilles amies, se penchant avec une chaleur conspiratrice qui me donnait la chair de poule. J'ai souri en retour de toutes mes forces. L'hôtesse gracieuse. Elle n'avait aucune idée que je tenais déjà son avenir dans mon classeur. La veille du mariage, je suis resté éveillé à fixer le plafond. La maison était silencieuse à l'exception du léger bourdonnement du réfrigérateur. Mon téléphone a vibré avec un SMS de Daniel tard dans la nuit. Merci pour tout, maman. Demain sera parfait. Parfait, ai-je tapé, suivi d'un emoji cœur, puis j'ai retourné le téléphone face vers le bas. Demain sera parfait pour lui. Pour moi, ce sera le jour où je m'éloignerai de 30 ans de tromperie, la tête haute et l'avenir intact. Le matin s'est levé chaud, avec un soleil sans nuages qui filtrait par la fenêtre de ma chambre en large ruban doré. Le genre de matin que l'on souhaite pour un mariage, lumineux, doux, sans tache. Je suis resté immobile un moment, écoutant les remue-ménages étouffés dans la maison. Les garçons d'honneur de Daniel étaient déjà en bas, leur voix portant faiblement à travers les planchers, des éclats de rire se mêlant au léger sifflement de la cafetière. J'ai fait basculer mes jambes sur le bord du lit, mes pieds nus rencontrant le sol en bois frais. Ma valise était ouverte aux pieds, à moitié faite, avec ce dont j'aurais besoin pour la réception, et plus tard pour le court voyage que j'avais réservé pour moi. D'ici demain soir, je serai dans un avion pour Santa Fe, loin du littoral, où Martin pensait commencer son éternité. La robe que j'avais choisie pour la cérémonie était pliée proprement dans un sac à vêtements, en soie marine, discrète, mais élégante avec un doux scintillement lorsqu'elle captait la lumière. Pas trop voyante, pas si simple qu'elle suggère la défaite. Je voulais ressembler à la femme qui avait été au centre de cette famille pendant 3 décennies parce que je l'étais. Vers 9 heures, j'étais dans la cuisine, café à la main, quand Martin est entré. Il portait son pantalon de smoking et une chemise blanche impeccable déboutonnée au col. « Tu es levé tôt », a-t-il dit en attrapant la cafetière à piston. « Je pourrais en dire autant de toi », ai-je répondu légèrement. Il a haussé légèrement les épaules en se servant du café. « Jour important pour notre garçon. » « Notre garçon », ai-je répété doucement en le regardant. Son ton était léger, mais il y avait autre chose. Une lueur de distraction, peut-être même d'agitation. Le message de Chloé, peut-être. Je me demandais s'il avait la moindre idée qu'à la tombée de la nuit, le sol sous lui allait changer d'une manière qu'il ne pourrait pas contrôler. L'église bourdonnait déjà quand je suis arrivé. Les invités déambulaient dans le vestibule, s'échangeant des étreintes, admirant les fleurs, rose ivoire avec des touches d'hortensia bleu pâle. L'air était rempli du léger parfum d'eucalyptus tissé dans les arrangements le long des bancs. J'ai repéré Chloé presque immédiatement. Elle se tenait dans le coin du vestibule, discutant avec animation avec l'une des demoiselles d'honneur de Claire. Sa robe était d'une teinte champagne qui captait la lumière à chaque mouvement. Et là, c'était le bracelet de tennis en diamant qui scintillait à son poignet, pour notre éternité. Ses yeux ont croisé les miens à travers la pièce. Elle m'a souri chaleureusement, comme s'il n'y avait pas de lien secret entre elle et mon mari. Pas de villa côtière avec leur nom sur le bail. La cérémonie elle-même était magnifique. Claire a descendu l'allée, rayonnante, son père Martin à ses côtés. Je les ai regardés depuis le premier banc,
mes mains posées sur le programme sur mes genoux. Martin m'a jeté un coup d'œil une fois pendant les vœux, un regard rapide et illisible. J'ai soutenu son regard pendant une demi-seconde, puis je me suis retourné vers mon fils et sa nouvelle femme. La voix de Daniel s'est brisée quand il a dit « Je le veux », et j'ai senti mes yeux s'embuer. Peu importe ce que cette journée était par ailleurs. C'était d'abord sa journée. J'ai refusé de laisser ma guerre personnelle la salir. La réception a eu lieu dans la grande salle de bal du Fairmont, avec des nappes toutes blanches et des lustres étincelants. Des guirlandes lumineuses pendaient au-dessus de la piste de danse, projetant une lumière chaude qui rendait tout un peu plus magique. Je suis resté près de Daniel et Claire pendant la première partie de la soirée, posant pour des photos, trinquant avec du champagne, riant du discours du témoin. Du coin de l'œil, j'ai vu Martin et Chloé se faufiler dans la foule, toujours ensemble, toujours avec cette gravité subtile entre eux. C'est pendant le discours du père du marié que j'ai su que le moment arrivait. Martin a pris le microphone, se tenant à quelques mètres de là où j'étais assise. Sa voix était douce, maîtrisée, comme celle d'un homme habitué à captiver une salle. Je tiens à remercier tout le monde d'être ici aujourd'hui, a-t-il commencé. Ce n'est pas seulement une célébration de l'amour, mais de nouveaux départs. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et en parlant de nouveaux départs, une ondulation de murmures a parcouru la foule, mes doigts se sont serrés autour de l'enveloppe posée sur mes genoux. J'ai pris une décision personnelle, a continué Martin. Une qui surprendra certains d'entre vous, mais je crois en l'honnêteté. Il a fait un geste vers Chloé, qui s'est avancée légèrement, ses yeux brillants. Après aujourd'hui, Chloé et moi commencerons un nouveau chapitre ensemble. L'air semblait s'amincir, une inspiration collective. Quelque part à l'arrière, un verre s'est cogné contre une table. Je me suis levé lentement, ma chaise raclant le sol poli. Ma voix était ferme quand j'ai dit « Martin, j'ai aussi quelque chose pour toi ». J'ai traversé la pièce, mes talons claquant doucement, et j'ai glissé la épaisse enveloppe rouge scellée dans sa main. Un petit cadeau pour ton nouveau chapitre. Il a froncé les sourcils, visiblement désemparé. Qu'est-ce que c'est? Ouvre-la, dis-je en reculant. Le seau s'est fissuré d'un claquement sec. Il a sorti la première page, ses yeux la parcourant rapidement, puis plus lentement. La couleur a déserté son visage. Qu'est-ce que c'est que ce bordel, a-t-il aboyé. Chloé s'est penchée vers lui, jetant un coup d'œil au papier. Son sourire s'est estompé. J'ai joint mes mains devant moi. C'est, dis-je d'une voix égale, une demande de divorce, accompagnée d'une demande de gel de tous les comptes conjugaux. Vous trouverez les pièces jointes éclairantes. La pièce était devenue silencieuse, à l'exception du léger bourdonnement de la climatisation. La voix de Martin s'est élevée, vive et débridée. Tu ne peux pas, oh, je peux, ai-je coupé. C'est tout légal. Vous voyez, notre accord prénuptial a une clause très spécifique sur l'infidélité. Vous vous souvenez, n'est-ce pas? La tension était presque palpable, pressant de toutes parts. Les invités échangeaient des regards déconcertés. Quelqu'un au fond a murmuré « Oh mon Dieu !» Chloé a reculé, son visage rougissant. La main de Martin tremblait légèrement alors qu'il tenait les papiers. Je me suis tourné vers Daniel et Claire, dont les expressions étaient un mélange de choc et de confusion. Ma voix s'est adoucie. Cela ne change rien à aujourd'hui pour vous. Profitez de votre mariage. Vous l'avez bien mérité. Puis j'ai fait face à Martin une dernière fois. Tu voulais un cadre public. Le voilà. Sans un autre mot, je suis sorti de la piste de danse, mes talons résonnant comme des signes de ponctuation sur du marbre poli. Les portes de la salle de bal se sont fermées derrière moi avec un doux claquement, étouffant l'amplification des voix qui s'étaient élevées comme une vague sur mon passage. Je pouvais toujours sentir la chaleur de chaque regard sur moi, les halètements silencieux, la façon dont la conversation se fragmentait en murmures pressés. Mes mains étaient fermes, mais mon pouls était un battement de tambour dans mes oreilles. Je ne me suis pas dirigé directement vers la sortie. Au lieu de cela, j'ai descendu le couloir bordé de photographies encadrées en noir et blanc des premiers jours de la ville. Des calèches, des bateaux de pêche, des femmes en longue jupe et chapeau à large bord. Leur sourire sépia semblait me suivre, comme s'ils comprenaient aussi la satisfaction de reprendre son pouvoir. Je me suis arrêté près d'une haute fenêtre cintrée et j'ai regardé le port de plaisance en contrebas. Le soleil capturait les ondulations sur l'eau, les transformant en éclats d'argent mouvant. Des bateaux se balançaient doucement dans leur berceau, inconscients de la tempête qui se déroulait au-dessus d'eux.
Un clic aigu de talon s'est approché par derrière. Margaret, la voix de Chloé a appelé doucement, presque une supplique. Je me suis tourné lentement, absorbant la vue de sa robe couleur champagne toujours impeccable, bien qu'elle semblât étrangement terne dans la lumière du couloir. Son bracelet en diamant scintillait faiblement, un rappel de tout ce que Martin pensait pouvoir garder caché. « Qu'est-ce que tu veux, Chloé ?» ai-je demandé, mon ton neutre. « Je voulais juste. » Elle a hésité, se tordant les mains. « Je ne voulais pas que ça se passe comme ça. Je me soucie de Daniel et Claire. Je n'ai jamais voulu. » Pourquoi? M'humilier? Briser mon mariage. Ses yeux se sont écarquillés comme si elle ne s'attendait pas à ce que je le dise si clairement. Ce n'était pas à propos de toi, a-t-elle dit doucement. J'ai donné un petit rire sans joie. Bien sûr que si, c'était à propos de moi. Tu peux te dire tout ce que tu veux pour dormir la nuit, mais ne prétends pas que tu ne savais pas exactement ce que tu faisais. Pendant un moment, elle a semblé sur le point de dire autre chose. Puis elle a secoué la tête, a marmonné quelque chose sous sa respiration, et s'en est allée. Je suis resté près de la fenêtre une minute de plus, me reprenant avant de me diriger vers la sortie latérale. Je n'avais aucune intention de retourner à la réception. Pas ce soir, jamais plus. Daniel me retrouverait plus tard. Je lui faisais confiance pour comprendre avec le temps. Alors que j'atteignais le vestiaire, j'ai aperçu le détective Alvarez, appuyé nonchalamment contre le mur. Elle s'est redressée en me voyant. Bien synchronisée, a-t-elle dit à voix basse, un léger sourire jouant au coin de sa bouche. As-tu obtenu ce dont tu avais besoin, ai-je demandé. Elle a tapoté son téléphone. Fort et clair. Son explosion, la façon dont il a confirmé des parties de ce que tu allègues, tout est consigné. Mes collègues sont toujours à l'intérieur pour garder un œil au cas où il ferait quelque chose de stupide. C'est presque garanti, ai-je murmuré. Au moment où je suis sorti dans l'air de fin d'après-midi, le soleil plongeait vers l'horizon, projetant de longues ombres couleur miel dans la rue. Le bourdonnement du trafic et les faibles échos de musique s'échappant des fenêtres ouvertes de la salle de bal semblaient étrangement lointains, comme si j'avais déjà traversé dans une vie différente. J'ai sorti mon téléphone de ma pochette et j'ai composé. Harper. Sa voix était immédiate, brillante. C'est fait? C'est fait. J'ai une table à la mare, comme nous l'avions prévu. Nous trinquerons au nouveau départ. J'ai exhalé lentement, sentant la tension dans mes épaules commencer à se détendre. Garde-moi une place. Quand je suis arrivé au restaurant 20 minutes plus tard, Harper était déjà là, un verre de Sauvignon blanc à la main. Elle s'est levée pour m'embrasser, me tenant un moment plus longtemps que d'habitude. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de gagner une guerre, a-t-elle dit. Peut-être juste une bataille, ai-je répondu. La guerre est toujours en cours. Nous avons commandé des fruits de mer et du pain au beurre aux herbes, le genre de nourriture réconfortante qui semblait décadente après l'austérité des derniers mois. Entre deux bouchées, je lui ai raconté la réaction de Martin. La tentative de demi-excuse de Chloé et le sourire suffisant du détective Alvarez. Harper a écouté parfois, secouant la tête ou lâchant un faible sifflement. Je suis fier de toi, a-t-elle dit finalement. La plupart des gens auraient explosé il y a des mois ou auraient laissé ça s'envenimer pendant des années. Tu as géré ça comme. Eh bien, comme une stratège. J'ai souri faiblement. Je suppose que j'ai eu un bon professeur. À mi-chemin du dessert, mon téléphone a vibré. C'était un SMS de Daniel. Daniel. Maman, ça va? J'ai hésité avant de répondre. Moi? Ça va. Nous parlerons demain. Profitez de votre soirée avec Claire. 3 points sont apparus puis ont disparu. Pas de suivi. Je savais qu'il était probablement secoué, essayant de réconcilier le père qu'il connaissait avec l'homme exposé aujourd'hui. C'était son propre chemin à parcourir et je ne voulais pas le presser. Quand je suis rentré chez moi plus tard ce soir-là, la maison semblait différente. Pas plus vide. Martin n'y avait pas vécu depuis des semaines, mais plus légère d'une certaine manière. Je suis entré dans la cuisine, j'ai posé ma pochette sur le comptoir et j'ai ouvert la porte arrière. L'air nocturne était frais et parfumé de jasmin en fleurs. Je suis resté là un long moment, écoutant les grillons, sentant le léger bourdonnement de la possibilité dans ma poitrine. La bataille n'était pas terminée. Il y aurait des avocats, des dépositions, peut-être d'autres scènes publiques, mais je n'avais plus peur.
Aujourd'hui avait changé l'équilibre, et je savais que j'avais l'endurance pour aller jusqu'au bout. Quelque part dans le silence, j'ai cru entendre le plus léger son de rire, le mien, d'une version de moi qui existait avant les trahisons de Martin. Elle était toujours là et elle revenait. 2 jours plus tard, la convocation a atterri comme une pierre dans ma boîte aux lettres, une épaisse enveloppe de couleur crème portant l'entête de l'avocat de Martin. Je n'avais pas besoin de l'ouvrir pour savoir ce que c'était, sa contre-attaque. À l'intérieur, les mots étaient froids et cliniques. Requête en divorce pour divergence irréconciliable. Ça, une liste de demandes financières si audacieuses que j'ai dû les lire 2 fois. Il voulait la moitié de la maison, la moitié de ma retraite, même une part du petit studio d'art que j'avais construit pour moi dans le jardin, mon sanctuaire. J'ai posé les papiers sur la table de la cuisine, je me suis versé une tasse de café et j'ai appelé mon avocate, Vanessa. Laisse-moi deviner, a-t-elle dit après que j'ai lu le premier paragraphe à voix haute. Il essaie de te faire peur pour que tu te contentes de peu. Il sera déçu, ai-je répondu. Le ton de Vanessa était vif, professionnel. Nous répondrons avec notre propre requête et inclurons les preuves de sa mauvaise conduite. Compte tenu de ses divulgations financières, enfin, celles que nous avons vues, il aura du mal à convaincre un juge qu'il a droit à quoi que ce soit au-delà du minimum légal. Fais-le, dis-je. Et assure-toi que le studio d'art soit hors limite. Je suis déjà en avance sur toi. Plus tard cet après-midi-là, j'ai rencontré le détective Alvarez dans un petit café près du palais de justice. Elle m'a fait glisser un dossier en manille sur la table. Surveillance du port de plaisance. Vous pouvez clairement le voir rencontrer ce consultant qu'il prétendait être un associé commercial. Et ici, elle a ouvert une page, transfert bancaire vers un compte à son nom. Ce n'est pas juste de l'infidélité. C'est de la faute financière. Les juges n'aiment pas ça. J'ai étudié les clichés granulés, l'horodatage dans le coin de chaque image. La main de Martin sur le dos de Chloé, sa tête penchée près de la sienne, son sourire facile. Merci, ai-je dit doucement. Vous avez plus de levier que la plupart des gens dans votre position, a dit Alvarez. Utilisez-le judicieusement. Ce soir-là, je me suis retrouvé dans le jardin, les mains enfouies dans la terre alors que je replantais la petite rangée de lavande que j'avais négligée pendant le chaos. Le mouvement répétitif était ancrant, l'odeur terreuse calmante. Pourtant, sous ce calme, je sentais le bourdonnement régulier de la colère. Pas la fureur sauvage et incontrôlée des débuts, mais quelque chose de plus vif, de plus délibéré. Martin voulait une guerre. Très bien. Je savais comment me battre sans me perdre moi-même. 3 jours plus tard, je l'ai revu, cette fois au palais de justice pour notre audience préliminaire. Il est arrivé avec Chloé à son bras, comme pour afficher sa présence afin de me déstabiliser. Je ne lui ai pas donné satisfaction. Vanessa et moi étions debout devant la salle d'audience, révisant nos notes, lorsque Martin s'est approché d'un pas nonchalant. Toujours à jouer la victime, Maggie, a-t-il ricané, sa voix suffisamment basse pour que les autres ne l'entendent pas. J'ai soutenu son regard, ma propre voix ferme, feignant encore, tu es le héros, Martin. Sa mâchoire s'est serrée. Chloé a tiré sur sa manche, marmonnant quelque chose. Il a reculé, mais ses yeux sont restés rivés aux miens jusqu'à ce que le huissier nous appelle. À l'intérieur, la juge était une femme aux cheveux argentés, avec un regard vif qui ne manquait rien. Elle a écouté tandis que Vanessa décrivait les transactions financières de Martin, présentant les preuves préliminaires qu'Alvarez avait recueillies. L'avocat de Martin s'est opposé à chaque tournant, mais la juge a autorisé la plupart des éléments à être enregistrés. Lorsque Martin est monté à la barre, il a essayé de se présenter comme un fournisseur incompris, affirmant que mon retrait émotionnel l'avait conduit à chercher de la compagnie ailleurs. Vanessa l'a laissé se parler dans des coins avant de produire calmement les enregistrements des transferts bancaires. L'expression de la juge a légèrement changé en les examinant. À la fin de l'audience, la demande de Martin pour une part de ma retraite a été rejetée et le studio d'art a été déclaré bien séparé. De petites victoires, mais elles avaient un goût sucré. Ensuite, Harper m'a rencontré sur les marches du palais de justice avec de lattes. Tu n'as pas seulement tenu ton terrain là-bas, a-t-elle dit. Tu as couru en cercle autour de lui. C'est Vanessa qui a couru en cercle, ai-je corrigé. Bien sûr, a dit Harper avec un sourire. Mais tu as gardé ton sang-froid. C'est la moitié de la bataille. Ce soir-là, je me suis assise à mon bureau et j'ai commencé à écrire, pas des notes juridiques, pas des listes de stratégie, mais quelque chose pour moi-même.
Des pages et des pages de choses que j'avais gardées refoulées pendant des mois. La première fois que j'ai remarqué Martin s'éloigner, la douleur creuse de faire semblant que nous allions bien pour le bien des enfants. La façon dont la trahison ressemble à une amputation avec laquelle il faut apprendre à vivre. Ce n'était pas joli, mais c'était à moi. Et pour la première fois depuis que le dénouement avait commencé, j'ai eu l'impression de retrouver ma propre voix. Le lendemain matin, un autre rebondissement s'est produit. Un email de Daniel, court mais chargé. Maman, je dois parler. Pouvons-nous nous rencontrer ce soir? J'ai répondu immédiatement. Bien sûr. Dîner à la maison. Il est arrivé juste après le coucher du soleil, semblant plus âgé. D'une certaine manière, sa cravate desserrée et son expression réservée. Nous avons mangé en quasi-silence jusqu'à ce qu'il pose finalement sa fourchette. Je ne sais plus quoi croire, a-t-il admis. Papa dit que tu planifies ça depuis des années, que tu essaies juste de le ruiner. J'ai croisé son regard. Daniel, si je voulais ruiner ton père, je l'aurais fait il y a longtemps. Ce que je fais maintenant, c'est protéger ce qui est à moi et m'assurer que la vérité soit entendue. Il a détourné le regard, aux prises avec ses propres pensées. J'ai besoin de temps. Tu l'auras, ai-je dit doucement. Mais n'attends pas trop longtemps pour voir qui dit la vérité. Après son départ, je me suis tenu à la fenêtre de la cuisine, regardant ses feux arrière disparaître dans la rue. La guerre que Martin avait commencée se déversait dans la vie de tous ceux qui nous entouraient, mais je refusais de le laisser écrire la fin. J'avais encore des pièces à déplacer, des alliances à consolider, et une dernière carte que je n'avais pas encore jouée. La dernière carte était dans une petite boîte inifugée sous mon lit. Une copie de l'acte de propriété d'une cabane au bord du lac que Martin avait acheté il y a 3 ans. Il l'avait mise au nom de son frère, pensant probablement qu'elle resterait cachée. Mais un reçu égaré, négligemment fourré dans son tiroir de bureau, m'avait mené directement à elle. La cabane n'était pas seulement une escapade. C'était là qu'il rencontrait Chloé bien avant que quiconque ne sache quoi que ce soit à son sujet. Et pire encore, l'achat avait été effectué avec des fonds d'un compte d'investissement conjoint. Cela signifiait que j'avais une revendication légale. Les yeux de Vanessa se sont illuminés quand je lui ai montré les papiers. Ceci, a-t-elle dit en tapotant l'acte, ce n'est pas juste du levier. C'est un game changé. Il devra soit te racheter, soit tout abandonner. Une semaine plus tard, nous avons déposé une requête pour inclure la cabane dans les biens matrimoniaux. Le regard sur le visage de Martin lorsqu'il a été notifié valait toutes les nuits blanches que j'avais passées à rassembler des preuves. Ce vendredi-là, j'ai conduit jusqu'à la cabane moi-même juste pour la voir. Les feuilles de fin d'automne tourbillonnaient sur le chemin de terre menant à la propriété. C'était calme, presque serein, jusqu'à ce que je me souvienne des mains qui m'avaient tenu ici une fois, et des bras qui s'étaient enroulés autour de quelqu'un d'autre ensuite. J'ai déverrouillé la porte, je suis entré, et j'ai été accueilli par une légère odeur de cèdre mélangée à quelque chose de floral. Son parfum persistait dans le bois. Ma poitrine s'est serrée, mais je me suis forcé à traverser chaque pièce. La cheminée en pierre, les larges fenêtres ouvrant sur le lac, le lit défait. Ce n'était pas juste un bâtiment. C'était un monument à sa trahison. Et bientôt, ce serait soit à moi, soit hors de sa portée pour toujours. Ce soir-là, Harper est venu avec une bouteille de vin. Nous nous sommes assises sur mon porche enveloppé dans des couvertures, regardant les étoiles. « Tu penses qu'il va céder ?» a-t-elle demandé. « Il va se battre » ai-je dit. Mais ceci fait pencher la balance. Harper m'a étudié un moment. « Tu ne gagnes pas ça que pour toi, n'est-ce pas? Tu t'assures que personne d'autre ne se fait piétiner par lui à nouveau. » J'ai pris une gorgée de vin, considérant peut-être. Ou peut-être que je me défends enfin pour moi. 2 jours plus tard, Daniel a rappelé. Cette fois, il n'y avait aucune hésitation dans sa voix. « Je veux voir ces preuves que tu as, » a-t-il dit. « Si papa ment, j'ai besoin de savoir. » Nous nous sommes rencontrés dans un restaurant à mi-chemin entre ma maison et son appartement. J'ai fait glisser les photos sur la table, Martin et Chloé, au port de plaisance, les virements bancaires, et enfin l'acte de propriété de la cabane. Les yeux de Daniel parcouraient chaque page, sa mâchoire se resserrant. Il m'a dit que cet endroit était une propriété d'investissement, a dit Daniel. Il a dit qu'il était vide la plupart du temps. Ce n'était pas le cas, ai-je répondu doucement. Pendant un long moment, il s'est juste assis là, les épaules lourdes.
Je le croyais parce que je le voulais. Mais je ne peux pas ignorer ça. La prochaine audience est arrivée plus vite que prévu. L'avocat de Martin a poussé à la médiation, espérant clairement éviter un autre déshabillage public. Mais Vanessa a insisté pour continuer, sachant que la requête concernant la cabane nous donnait l'avantage. Dans le couloir devant la salle d'audience, Martin m'a de nouveau coincé. « Tu crois avoir gagné ?» a-t-il dit entre ses dents serrées. « Tu as détruit cette famille. » J'ai soutenu son regard uniformément. « Non, Martin, tu l'as fait le jour où tu l'as choisi elle plutôt que nous. » Ses narines se sont dilatées, mais avant qu'il ne puisse répondre, le huissier nous a appelés. La séance a été brutale. Vanessa a présenté les preuves relatives à la cabane, la reliant d'abord directement à nos fonds conjoints. L'avocat de Martin a bafouillé des objections, mais la juge a rejeté la plupart d'entre elles. Ensuite, sont venues les photographies, les transferts, la chronologie de ses visites. À la fin, la décision de la juge a été claire, la cabane serait incluse dans les biens matrimoniaux, et compte tenu des circonstances, sa pleine valeur pèserait lourdement dans le règlement. Le visage de Martin est devenu pâle. Chloé, assise 2 rangs plus loin, s'est déplacée inconfortablement. Ce soir-là, Daniel s'est présenté à ma porte. Pas de prévenir, pas de message, juste lui là, les mains dans les poches de sa veste. « Je suis désolé, a-t-il dit, de t'avoir douté. Ma gorge s'est serrée. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi. Je veux juste. Je déteste te voir comme ça. Mais je vois aussi maintenant que ce n'est pas toi qui mets tout en pièces. Tu maintiens tout ensemble du mieux que tu peux. Nous nous sommes serrés dans les bras pendant longtemps, le genre de câlin qui en dit plus que les mots ne le pourraient jamais. 2 jours plus tard, l'avocat de Martin a contacté avec une proposition. Si je retirais ma demande sur certains actifs mineurs, il abandonnerait entièrement la cabane. Vanessa et moi n'avons eu besoin que d'1 minute pour décider. Nous avons accepté. Lorsque les papiers ont été signés, j'ai conduit une dernière fois jusqu'à la cabane. Le lac était vitreux, reflétant la lumière déclinante. Je me suis tenu là, sur le seuil, respirant l'odeur de cèdre, et j'ai su exactement ce que je devais faire. Le panneau « À vendre » a été installé le lendemain matin. Au fil des semaines, le divorce s'est dirigé vers sa conclusion. Je me sentais plus légère, plus forte, ne me définissant plus par ce qui m'avait été enlevé, mais par ce que j'avais combattu pour garder. La vente de la cabane me donnerait la sécurité financière pour reconstruire, peut-être même pour faire ce voyage en Italie dont j'avais rêvé. Martin me lançait toujours des regards furieux au tribunal, mais ses paroles ne me transperçaient plus. J'avais ma vérité, ma dignité et mon avenir, et je ne les abandonnerais pour personne. La date d'audience finale est arrivée, grise et humide, comme si le ciel lui-même voulait tout laver. J'ai tiré mes cheveux en arrière, attaché le petit médaillon en argent que ma mère m'avait donné, et j'ai conduit au palais de justice avec Vanessa assise à côté de moi. À l'intérieur, l'air sentait légèrement le café et le polish pour sol, un mélange que j'en étais venu à associer à ce chapitre de ma vie. Martin était déjà là, assis à côté de son avocat. Chloé n'était pas avec lui cette fois. Le juge a traversé rapidement le rôle jusqu'à ce que notre dossier soit appelé. Vanessa s'est levée, sa voix ferme et claire alors qu'elle résumait les termes du règlement. Je garderai les recettes de la cabane, une part équitable de nos investissements conjoints et la maison. Martin conserverait ses participations dans l'entreprise et le compte de retraite qu'il avait lutté pour protéger. Il ne s'agissait pas d'obtenir tout. Il s'agissait de partir avec assez pour reconstruire selon mes conditions. Lorsque le marteau est tombé, une vague tranquille m'a traversé. Pas vraiment du soulagement, pas encore, mais le premier avant-goût de la liberté. Dehors, sur les marches du palais de justice, Martin s'est approché de moi une dernière fois. Son expression était un étrange mélange de colère et de résignation. « J'espère que tu es heureuse », a-t-il dit. J'ai croisé son regard. Je ne suis heureuse de rien de tout ça, mais je suis en paix. Il n'a pas répondu. Il s'est juste détourné et est parti, sa silhouette devenant plus petite sous la bruine jusqu'à ce qu'il disparaisse. Daniel m'a retrouvé quelques minutes plus tard. Il tenait 2 cafés, dont un déjà froid. « Je pensais que tu aurais peut-être besoin de ça, » a-t-il dit. « Merci, » ai-je murmuré en le prenant. « Je suis content que ce soit fini, » a-t-il ajouté. « Peut-être que maintenant nous pouvons simplement être une famille à nouveau, à notre manière. » J'ai souri faiblement. « J'aimerais ça. »
Au cours du mois suivant, la cabane s'est vendue plus cher que nous ne l'avions prévu. J'ai utilisé une partie des recettes pour rénover la maison, nouvelle peinture, plancher dessiré, un jardin dans le jardin arrière. Harper est venu avec des fleurs, et nous avons passé un après-midi à planter des roses, leurs pétales s'ouvrant au soleil chaud. Un soir, alors que le crépuscule s'installait, je me suis assise sur le porche avec une tasse de thé et j'ai juste écouté. Le bruissement des feuilles, le bourdonnement lointain des voitures, le doux craquement du fauteuil à bascule sous moi. Le silence ne semblait plus vide. Il semblait mérité. Le premier week-end d'été, Daniel et moi avons conduit jusqu'à la côte. Nous avons marché pieds nus le long du rivage, la marée lavant nos pieds. « Penses-tu que tu lui pardonneras un jour ?» a-t-il demandé. J'ai réfléchi attentivement à la question. Le pardon, ce n'est pas lui faciliter les choses. C'est ne pas porter son poids et ni mort. Alors oui, peut-être un jour. Daniel a hoché la tête. Je pense que c'est juste. Plus tard dans la nuit, j'ai ouvert mon journal et j'ai écrit une seule phrase. Je ne suis pas défini par ce qui m'a été fait, mais par la façon dont je me suis relevé après. J'ai fermé le livre, éteint la lumière, et j'ai dormi profondément pour la première fois depuis des années. Si vous avez traversé la trahison, la perte, ou le genre de chagrin d'amour qui vous fait douter de votre valeur, j'espère que mon histoire vous rappellera que vous pouvez reprendre votre pouvoir. Cela n'arrivera pas tout d'un coup. Cela pourrait être désordonné, même les par moments, mais pas à pas, vous retrouverez votre équilibre. Et quand vous le ferez, vous verrez ce que je vois enfin maintenant. La vie après la tempête n'est pas seulement possible. Elle peut être belle. Si cette histoire vous a touché, j'adorerais que vous la partagiez avec quelqu'un qui en a peut-être besoin. Et si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci, vous êtes les bienvenus pour me rejoindre ici. À la prochaine fois, prenez soin de votre cœur et continuez d'avancer.